Je ne sais pas dans quel autre casino au monde on ferait un samedi matin comme ça une rencontre pour réfléchir ensemble sur le risque, avec deux grands philosophes que je vais présenter dans quelques minutes. Mais je ne sais pas non plus quelle autre rencontre philosophique, quel groupe de philosophes prendrait le risque, aurait l'envie tout simplement d'aller réfléchir sur le risque dans un casino. Je pense que ni Vegas ni Macao n'auraient même l'idée d'initier ça. Et inversement, je ne sais pas quelle rencontre philosophique dans le monde aurait l'idée d'accepter une invitation comme ça, voire même de l'initier. Alors évidemment, c'est parce que ici, Monte-Carlo, c'est un peu spécial. On sait bien que c'est pas du tout le plus grand casino du monde. C'est même un tout petit casino par rapport à Vegas ou Macao. Minuscule, je ne vais pas vous encombrer avec des chiffres, mais si vous connaissiez les chiffres, c'est une goutte d'eau. En revanche, dans l'imaginaire, c'est comme St Andrews dans le golf, etc. Il n'y a pas un grand joueur de casino au monde qui ne rêve de venir une fois dans sa vie jouer à la roulette française au casino de Monte-Carlo. C'est James Bond, c'est tout un univers extraordinaire. Et pourtant, encore maintenant, il y a un peu une part de honte qui reste. Moins maintenant, mais enfin pendant des décennies, même à Monaco, on ne parlait pas trop du casino. On n'insistait pas trop. C'est quand même le jeu, c'est quand même un peu tabou. Alors qu'en fait, si on y réfléchit, et justement on est là pour y réfléchir, mais d'ailleurs vous allez peut-être dire du mal du jeu, ça on va en parler, c'est le risque, mais le jeu c'est magnifique. Le jeu c'est magnifique, ça dépend à la fois de la vision qu'on en a, et puis aussi la manière dont on la pratique. On a visité ensemble, on a joué ensemble ce matin, d'ailleurs excusez-nous, ils étaient pris par la passion du jeu, on n'a pas pu les arracher de la table, etc. Mais il suffit de se balader dans ce casino et puis de voir le rituel, etc. pour se rendre compte qu'ici on offre une forme au jeu magnifique parce qu'on en a une vision de fond. Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface, magnifique. Alors, je pense qu'il n'y a pas un joueur de casino ici qui renierait le fameux poème de René Char, que vous connaissez tous, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Je pense que tout joueur ici peut en faire sa devise. On peut même monter la vision encore plus haut et la rendre mystique. Je pense à la fameuse phrase de Bernanos, « L'espérance est un risque à courir ». Et quand on cite Bernanos et l'espérance est un risque à courir, on pense évidemment à Pascal, le pari de Pascal. Et vous savez que Pascal, mais je parle en amateur devant des grands philosophes, la philosophie de Pascal, la réflexion de Pascal est en bonne partie fondée sur l'analyse du risque, de la probabilité, du jeu. Et donc ici, c'est ça. Alors évidemment, quand on dit ça, on dit bah oui, mais en pratique, les gens ils jouent sur des machines à sous et ils pensent pas à tout ça. Bah si, ici c'est en filigrane. Et ce que s'efforce de faire Monte-Carlo, c'est de révéler ce filigrane. Et cette rencontre de ce matin est un exemple assez incroyable, assez extraordinaire de cette ambition. On peut redescendre sur Terre aussi et penser à une autre phrase célèbre. Moi, je suis publicitaire, donc c'est un des meilleurs slogans publicitaires qui ait jamais été écrit. C'est 100% des gagnants ont tenté leur chance, qui est un peu la version publicitaire de qui risque rien à rien. Et je pense qu'on va parler de ce thème qui est évidemment fondamental. Quand on est honnête, et un casino se doit d'être honnête, se doit d'appeler à la modération, il ne faut pas oublier que 100% des perdants aussi ont tenté leur chance. Si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de perdre. Et ça aussi, ça amène à des réflexions. Alors ici, on ne crée pas du gain. Ce qu'on vend aux gens, ce n'est pas le fait de gagner. On crée du risque, en fait. Ce qu'on fabrique, ce que font les croupiers, ce que font ces salles magnifiques, etc., c'est de donner un décor, un rituel, etc., le plus mis en scène possible au goût du risque. Le fondateur des casinos de Monte-Carlo disait ici, personne ne perd. Personne ne perd, on ne perd pas, on joue. Et qu'on ait gagné ou perdu, on s'est amusé, on s'est exposé au risque, on crée du risque. Et ce qui est vrai pour un casino, je
pense que c'est vrai pour toutes les formes de jeu. Tout à l'heure, j'espère que vous viendrez tous, Fabrice Lucchini vient lire du Nietzsche dans le théâtre qui est là. C'est d'ailleurs assez extraordinaire aussi qu'il y ait un tel théâtre, opéra à l'intérieur même d'un casino. Ça donne l'idée de la vision, de l'ambition. Qui a vu Lucchini sur scène sait que Lucchini, chaque soir, il risque tout. Il fait tapis, il se met à nu sur la scène et donc il prend son risque. Mais donc ce qui est vrai du jeu de casino, du jeu de théâtre, est sûrement vrai du jeu dans la vie en général et en particulier de la vie des affaires, le risque. Et c'est aussi très intéressant d'avoir cette conversation entre nous ce matin, non seulement dans un casino, mais dans un lieu d'aussi grande richesse que Monaco. Vous avez vu en arrivant toutes les bagnoles, les palaces, etc. Bon, c'est un lieu de grande richesse. Souvent, on invoque la prise de risque comme la légitimation de la richesse. Patrick Savidan est un des philosophes qui a le plus réfléchi sur les inégalités, etc. Il nous dira peut-être ce qu'il pense de cette bonne raison ou de cet alibi. En tout cas, c'est très présent ici. Je terminerai en disant que ce matin, le casino prend son risque aussi, puisque je vais passer la parole à mes deux amis. Le casino prend le risque d'être critiqué, d'être mis en question, parce que moi, évidemment, je suis un peu le publicitaire de cette maison, donc je vous en ai donné une vision merveilleuse. On peut en avoir une autre vision. On ne va pas parler que du jeu, d'ailleurs, hein, bien entendu. D'abord, ils parleront de ce qu'ils veulent. Et le thème du risque ne se réduit pas au thème du jeu. Mais en tout cas, nous, on prend notre risque et on verra bien ce que diront Étienne et Patrick ce matin. Alors, je vous en dis deux mots, mais la plupart de vous les connaissent bien. Il faut quand même que je mette mes lunettes pour ça. Étienne Bimbenet, à ma gauche, est professeur de philosophie contemporaine et, rien qu'à le dire, vous voyez que c'est compliqué, de phénoménologie à l'université Bordeaux-Montaigne, ancien élève de Normal Sup. Il est spécialiste de l'œuvre de Merleau-Ponty. C'est un local de l'étape puisqu'il a reçu le prix des rencontres philosophiques de Monaco en 2018 pour son livre « Le complexe des trois singes, essai sur l'animalité humaine, sur l'animal qui est en nous ». Est-ce que ça a un rapport, l'animal qui est en nous, avec le jeu? Est-ce que quand on joue, on est un pigeon, on est un porc, etc. Je ne pense pas, je ne sais pas, il nous le dira. Patrick Savidan est professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il a beaucoup travaillé sur les inégalités, qui est un thème pas inintéressant à Monaco. Il est le président de l'Observatoire des inégalités. Il est aussi le rédacteur en chef de la revue Raison publique. Tous les deux, ils ont préparé leur truc et il y a une logique à ce que l'un parle avant l'autre. Il y a un ordre. Mais ils ont le goût du jeu. Et donc, ils se sont dit, ben, on va risquer le truc. Et donc, on va tirer au sort qui commence. Et en espérant que ça respectera l'ordre. Mais comme vous savez, l'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination. Je vous laisse deviner qui a dit ça. Et donc, j'ai des cartes, des très belles cartes du casino. Et donc, je vais vous faire tirer une carte. Et celui qui aura la plus grosse carte commencera. Alors... Il a été suggéré quand même par Thierry. Il a pris le risque pour nous. Ils l'ont accepté, ils l'ont accepté. Alors, si vous voulez montrer votre carte au public. Ah, l'as de carreau, c'est quand même pas mal. Non, je suis au valet de cœur. Donc, Patrick, tu commences. Voilà. Merci beaucoup. Ah, pardon, tu as déjà... Merci beaucoup. Et donc, pardon, juste de dire que Patrick et Étienne vont tenir leurs propos sur leur vision du risque, leur réflexion sur le risque, etc., qui durait chacune à peu près 10-15 minutes, c'est ça? Oui, on verra. Et puis, il y aura une petite conversation peut-être au départ, comme ça se fait d'habitude entre nous. Et puis, bien entendu, vous prendrez le relais, j'espère, dès que vous le voudrez. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs déjà et aux organisatrices pour cette invitation à participer à cette
je ne sais plus quel nombre, 6e, 7e rencontre de Monaco. C'est toujours un très très grand plaisir et merci à Thierry aussi pour cette entrée en matière pleine d'esprit, d'efficacité aussi. En effet, la question du risque ne peut pas se réduire à la question du jeu. La question du jeu, et notamment du jeu avec une mise, du jeu où on s'engage, où on engage quelque chose, est intéressante à prendre en charge aussi parce que précisément, elle nous dit quelque chose du risque. Elle nous dit quelque chose de notre rapport individuel au risque. Quel type d'aversion ou de propension au risque. On peut imaginer qu'il peut y avoir différents types de personnalités, que de ce point de vue-là, il puisse y avoir des différences. Et puis, par ailleurs, elle nous dit aussi quelque chose du poids des circonstances qui peuvent non pas simplement influer sur notre capacité à faire face au risque ou faire face aux conséquences du risque, et donc déterminer en ce sens notre propension à l'éviter ou au contraire aller au-devant du risque. Donc le poids des circonstances sociales qui peuvent intervenir et autres. Et puis par ailleurs, ça nous dit aussi quelque chose du regard que la société peut porter sur le jeu et à travers lui sur le risque, parce que c'est une histoire qui est très chargée. Effectivement, Thierry l'a rappelé en disant qu'il y avait quelque chose qui pouvait être perçu comme honteux dans le jeu, quelque chose d'un peu secret, quelque chose qu'on fait en passant par des portes dérobées, qu'on nous a fait découvrir tout à l'heure. Et à cet égard, je crois qu'il faut rappeler ce que fut la critique morale. Et donc, il y aura effectivement bien une critique morale et religieuse des jeux de hasard, et notamment des jeux de hasard impliquant des mises d'argent. Et c'est une histoire très ancienne. Hein. Si on peut, par exemple, reprendre Justinien, qui était l'empereur romain d'Orient, une grande figure de l'Antiquité tardive et qui a aussi joué un rôle très important dans la codification du droit romain, eh bien, Justinien avait une critique très forte du jeu. Il interdisait la fabrication des dés, et les punitions pouvaient aller de l'amende simple, mais jusqu'à la déchéance civique pour ceux qui jouaient. Donc il y avait une condamnation morale forte qui était liée tout simplement au fait qu'on regrettait et qu'on condamnait l'exacerbation de la cupidité que pouvait entraîner le risque, et puis toutes sortes de désordres sociaux, moraux, en termes d'irresponsabilité d'une certaine façon, que ça pouvait aussi induire. Donc Justinien était un critique très fort des jeux de hasard. Mais les pères de l'Église n'ont pas été en reste, puisqu'ils ont également condamné assez fortement le jeu de hasard. J'ai appris que le Vatican pourrait avoir contribué au financement de l'édification de ce casino-là, mais vous voyez que tout n'est pas toujours très clair, mais en tous les cas, les pères de l'Église, eux, l'étaient. Ils ont constamment condamné, au même titre d'ailleurs que les prêts à intérêt, les jeux, tout simplement parce qu'il y avait l'idée d'un accès facilité à l'argent, d'un accès à l'argent qui n'était pas adossé à un travail, et on se rappelle que le travail était en même temps un châtiment, donc il fallait en passer par là pour pouvoir gagner son pain, et d'un seul coup il y avait l'idée d'un argent un peu plus facile, et ça ne pouvait pas fonctionner, et donc tout un ensemble de critiques se sont développées dans cette perspective-là. En 1364, j'ai découvert ça avec très grande curiosité. Le Conseil d'Élie en Angleterre a condamné le jeu parce qu'il y voyait un rituel démoniaque. Donc vous voyez que c'est quand même très, très chargé, et de ce point de vue-là, il y avait simplement une radicalisation de la position qu'adoptait également Saint-Louis quelques années auparavant, puisque lui-même interdisait le jeu, interdisait les cartes, interdisait la fabrication des dés, etc. Mais en même temps, si on continuait d'interdire avec une telle constance, c'est qu'il y avait sans doute en regard de cette interdiction une propension à jouer et un désir, une appétence du jeu qu'il était difficile de contrecarrer, de limiter, et donc il y avait quand même des tentatives d'institutionnalisation, de reconnaissance, de légitimation du jeu pour essayer de faire quelque chose de ce qui s'imposait comme un fait établi. Et donc François Ier, en 1539, a organisé la première loterie royale. De ce point de vue-là, simplement, il a dû faire marche arrière assez rapidement, puisque les moralistes de l'époque sont montés au créneau pour dire que c'était inacceptable, et a fortiori que ce soit le monarque qui lui-même trempe dans cette affaire douteuse. Catherine de Médicis va essayer également de régulariser le jeu, mais également elle va devoir faire marche arrière. Donc il y a une sorte d'aller-retour assez constant, d'une tension permanente entre ceux qui veulent défendre la légitimation du jeu et puis ceux qui, pour des raisons morales essentiellement, veulent s'y opposer. L'idée, c'était aussi que dans le jeu, il y a une dimension d'aléa, et c'est peut-être la dimension qui est la plus difficile à comprendre pour nous, peut-être, en tous les cas pour certains d'entre nous, et que le fait de jouer, c'était une façon aussi
d'offenser la providence divine, d'aller à l'encontre de quelque chose qui était de l'ordre de la nécessité. C'était une façon de forcer la main de Dieu d'une certaine façon, et ça c'était tout à fait inacceptable. Donc il va y avoir une lutte qui va s'intensifier assez fortement entre les tenants et les adversaires de cette pratique, et puis progressivement il va y avoir des transactions qui vont s'opérer, des formes de compromis entre les deux, les fronts d'opposition vont se fissurer un peu. Par exemple, peut-être le saviez-vous, mais les jésuites et les sulpiciens étaient plutôt favorables au jeu, et on sait par exemple que c'est par une loterie qu'a été en partie financée l'église Saint-Sulpice de Paris. Et par contre, en revanche, c'est peut-être pas totalement surprenant, les jansénistes étaient toujours régulièrement contre. Et puis la première création d'une loterie royale qui est contemporaine de l'invention de la roulette, c'est 1730. Et donc on va avoir toujours cette tension qui va être en même temps exacerbée, tout simplement parce que le jeu, c'était une source économique, de capitaux, de richesses tout à fait importante, et que le pouvoir étatique naissant, qui était en train de se constituer, qui avait des besoins lui-même grandissants, avait un intérêt à capter une partie de cette richesse. Et donc on va observer à ce moment-là une politisation de la question du jeu et de la question du risque. Et cette politisation va se faire dans le cadre d'une critique de la monarchie. C'est-à-dire que la monarchie, à ce moment-là, va commencer à organiser des jeux. L'invention de la roulette se situe aussi dans ce cadre-là. Et les républicains vont y voir la preuve supplémentaire, en quelque sorte, de son immoralité. Et donc il va y avoir une sorte de charge civique contre le jeu, précisément, à des fins politiques, pour renforcer, disons, en quelque sorte, le portrait à charge de la monarchie. Qu'est-ce qu'on lui reprochait en gros? J'en fais un rapide bilan en regardant par exemple des travaux de Buffon, des travaux de Diderot. On reproche la cupidité à laquelle ça encourage, ça condamne aussi la dégradation de la responsabilité morale, ça dénonce le fait que ce soit une passion destructrice, celle qui faisait qu'on avait du mal à nous arracher. Je me rappelle qu'Étienne tenait la table, moi-même j'essayais de rester comme ça, je dis vous êtes sûr qu'il est vraiment 11 heures, etc. Donc c'était vraiment très très fort, et donc les grands philosophes des Lumières, qui avaient pour la passion un regard aussi ambivalent, insistaient beaucoup sur le fait que c'était quelque chose de condamnable. Diderot disait c'était une passion, une des plus funestes dont on puisse être possédé. Buffon lui disait c'est une passion avide dont l'habitude est ruineuse. Et donc le Code civil, qui n'était pas le dernier en matière de conservatisme, a pris en compte aussi les désordres sociaux et familiaux que la passion du jeu peut provoquer. Mais cette digue-là, en fait, et c'est sans doute la dimension la plus intéressante par rapport à la nécessité de basculer sur une réflexion sur le risque lui-même, cette digue-là, ces digues morales, ces digues religieuses ne vont pas pouvoir tenir longtemps, tout simplement, et pour deux raisons qui me semblent assez intéressantes. L'une est évidente, je crois, la deuxième peut-être un peu moins, et je commencerai par celle qui me semble la moins évidente, c'est que il va y avoir une sorte de changement radical sur le plan économique et un glissement sémantique qui va être entraîné ou provoqué par ce changement économique. C'est que le langage de l'économie va prendre le pas sur le langage moral et religieux pour essayer de penser le risque. Avec le développement, en effet, de l'industrie et du capitalisme, va s'imposer l'idée que l'aléa économique est quelque chose qui fait partie intégrante du jeu des relations et des interactions et de la production humaine. Et donc, on va légitimer l'aléa de cette manière-là, l'aléa en tant qu'économique, et le jeu va changer de registre sémantique en prenant sur lui une certaine dimension qui va signifier davantage la notion de jeu et la notion de pari, pardon. Donc le jeu à ce moment-là change un petit peu de contenu sur le plan sémantique, c'est le langage du pari, et le pari implique à la fois l'audace et aussi l'habileté d'une certaine manière. Le deuxième, donc il va y avoir une légitimation de la notion de risque et la notion de jeu par la valorisation de l'aléa comme une composante inévitable du développement de la nouvelle organisation économique et sociale. Et puis le deuxième aspect qui est beaucoup plus évident, je crois, c'est que tout simplement les jeux connaissent un tel succès, génèrent un tel business d'une certaine façon, qu'ils ne pouvaient pas rester, il n'était pas possible pour l'État de rester complètement extérieur à cette manne d'une certaine manière, et puis il pouvait aussi faire valoir la nécessité de le contrôler pour limiter certains de ses excès. Donc d'une certaine manière, il se trouvait doublement légitimé dans son intervention, et l'État va devenir un des acteurs principaux
l'organisation et du développement du jeu. Hein. En France, le chiffre d'affaires est tout à fait considérable, puisque là on est dans un casino, mais il y a toutes sortes de jeux d'argent qui existent, vous le savez, du loto, Keno, PMU ou d'autres. Et c'est en France, par exemple, j'ai des chiffres qui datent un petit peu, mais je pense que ça n'a pas dû changer beaucoup. En 2006, donc avant la crise, 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires juste pour les jeux d'argent, en distinguant ce qu'on appelle les jeux terrestres, c'est-à-dire physiques, et puis les jeux en ligne. Donc quelque chose qui pose problème, qui pose toutes sortes de questions, qui nous interrogent en tous les cas, et notamment dans les dimensions éthiques et politiques de l'intervention étatique dans ces questions-là. Parce que, par exemple, je me rappelle avoir lu très récemment une critique républicaine du jeu de hasard, tout simplement, qui se fondait sur le fait que l'État avait un rapport très hypocrite à cette notion-là et avait aussi une approche un peu cynique de la question, par exemple en ciblant tout particulièrement des populations très vulnérables pour certains jeux de hasard, notamment avec des coûts d'entrée assez faibles, des mises de 2 €, 3 €. On voit sur les publicités, ce sont des jeunes qui sont très souvent ciblés sur ces types de jeux avec des mises basses. Et par exemple, ce républicain disait, voyez la ville de Chicago, vous aviez à l'entrée de quartiers très défavorisés, des signes, des publicités qui indiquaient « This is your ticket out ». C'est la manière de t'en sortir, c'est ça. Et c'est en même temps... Ça soulève toutes sortes de questions, puisque précisément, ça signifie qu'en même temps, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que cette forme d'aléa. Il y a une forme d'irrationalité de la survie, et en fait, on s'en sort simplement par des coups du destin. Et donc, cette notion de risque, elle est très importante dans le jeu. Elle est structurante du point de vue de la formation de soi, sans doute, et puis également à l'égard du point de vue de notre rapport à la société. Et Diderot lui-même, dans l'encyclopédie, faisait un lien très net entre le fait de jouer et de risquer. Il y avait un lien interne entre les deux. Il disait risquer de perdre, jouer, c'est risquer de perdre ou de gagner. Et dans le même ouvrage, donc toujours dans cette encyclopédie, le chevalier de Jaucourt disait du jeu que c'est une espèce de convention. Donc il y a quand même des éléments de convention qui sont là pour contrôler l'extension du hasard, en tous les cas de l'effet du hasard. Espèce de convention dans laquelle l'habileté, le hasard pur ou le hasard mêlé d'habileté, selon la diversité des jeux, décide de la perte ou du gain stipulé par cette convention. Jouer, c'est risquer, c'est s'exposer à la probabilité de la perte, forte de l'espérance d'un gain, selon des règles qui définissent le champ de l'aléa et du hasard. De cette situation, on peut tirer toutes sortes de questionnements, je crois, sur nos attitudes face au risque en général. Ces attitudes vont varier, elles vont dépendre de notre perception d'un risque donné qui engage la prise en compte de la probabilité de la réalisation de ce risque et de la gravité des conséquences que l'on encourt si ce risque se réalise. Et on a un truc tout à fait intéressant, je crois, dans la tentative de formalisation par un mathématicien qui s'appelle Daniel Bernoulli, au XVIIIe siècle, qui a essayé de traduire à travers une histoire ce qui est en jeu ici, précisément, dans cette relation au risque et à l'espérance de gain. Il appelait ça le paradoxe de Saint-Pétersbourg, pas de Kiev, malheureusement, mais de Saint-Pétersbourg. Il imagine un mendiant qui trouve sur un trottoir un billet de loterie. Un billet de loterie qui a une chance sur 2 d'être le billet gagnant. Et la somme que le billet de loterie va pouvoir lui rapporter s'il est gagnant, c'est 20 000 ducats. Et au même instant, il y a un marchand fortuné qui passe, qui a observé la scène, qui a tout compris ce qui était en train de se passer, et qui va voir le mendiant et qui lui propose de lui acheter son billet. Et il lui propose de l'acheter pour la somme de 6 000 ducats. Et le mendiant, immédiatement, décide de vendre son billet de loterie pour 6 000 ducats. Alors, en quoi est-ce un paradoxe? Pour Bernoulli, c'est un paradoxe tout simplement parce que le mendiant accepte un gain inférieur à son espérance de gain. C'est-à-dire que l'espérance de gain, c'est la somme totale, 20 000 ducats divisé par sa probabilité, c'est-à-dire donc 10 000 ducats. L'espérance de gain est de 10 000 ducats. Donc il accepte 6 000 ducats plutôt que l'espérance de gain de 10 000 ducats, même si 10 000 ducats comme espérance de gain, ça reste quand même relativement abstrait, puisqu'on se dit, ben oui, mais s'il ne les a pas gagnés, il n'a rien gagné du tout. Donc le fait qui est intéressant dans cette affaire, c'est tout simplement l'espérance de gain n'est pas la seule chose qu'il faille considérer. Alors tout à l'heure, je parlais du contexte, le fait de jouer lui-même, qui peut donner un certain plaisir. Mais là, en l'occurrence, par rapport à cet individu, ce qui est en jeu aussi, c'est le fait de considérer l'espérance de l'utilité du gain. Et cette utilité du gain, elle est décroissante à mesure que l'espérance du gain augmente. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tous les cas, pour lui,
000 ducats, ça correspondait à ceux qui lui semblaient utiles d'une certaine manière, et qu'au-delà, il y aurait eu une utilité décroissante. Et donc le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc ça se traduit chez lui par une certaine forme d'aversion pour le risque, en un certain sens. Il a préféré la certitude du gain moindre à l'espérance d'un gain supérieur. Et beaucoup d'entre nous sont peut-être dans le même ordre. On sait par exemple chez un philosophe américain comme Rawls que la théorie qu'il a proposée passait par une situation un peu factice de position originelle où il disait quels sont les principes de justice que les individus choisiraient si ils étaient rationnels, s'ils faisaient abstraction de tout ce qu'ils pouvaient savoir sur eux-mêmes, etc., voile d'ignorance, enfin tout ce genre de choses. C'est pas très important, j'y insiste pas longuement, mais ce qu'il disait quand même, c'est que les individus choisiraient la situation qui est la plus favorable aux plus défavorisés, tout simplement parce qu'il anticipe sur la possibilité qu'il fasse lui-même partie des plus défavorisés si on lève le voile d'ignorance. Et donc il a été beaucoup critiqué parce qu'on lui a dit mais pourquoi on peut imaginer que des individus ne seraient pas aussi opposés à une prise de risque, notamment un autre philosophe qui s'appelait Nozick qui a dit mais moi j'irai pour le risque, on ne sait pas, peut-être que je vais lever le voile d'ignorance et en fait je ferai partie des plus fortunés, et donc j'ai bien envie que la situation des plus fortunés soit la plus avantageuse possible. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que en fait, c'est pas du tout la même chose suivant qu'on raisonne sur des gains potentiels ou hypothétiques et suivant qu'on raisonne sur des pertes hypothétiques. Et ça, c'est un raisonnement et un problème que les économistes ont beaucoup pris en charge, notamment pour analyser certaines pathologies du capitalisme très spéculatif. C'est qu'en fait, le rapport est inversé. C'est-à-dire que quand on parle de perte, les gens ont tendance à privilégier la perte hypothétique, même si elle est beaucoup plus élevée que la certitude d'une perte. Je vous donne un exemple rapide, un peu gore, si vous me permettez. Imaginez que vous êtes atteint d'une... je vous le souhaite évidemment pas. Vous êtes atteint d'une infection très rare. Une infection très rare qui pourrait faire que vous perdez l'usage de vos 2 bras. Vous avez une chance sur 2, ou une malchance sur 2 de perdre l'usage de vos 2 bras. Un chirurgien en qui vous avez complète confiance vous garantit qu'il peut vous opérer. Et cette opération va réussir, c'est une certitude. Simplement, il vous sauvera l'usage d'un bras avec certitude. Par contre, vous aurez la certitude d'avoir perdu l'autre bras. Eh bien, la plupart des études qui portent sur ces sujets-là montrent que les individus ont plutôt tendance à prendre le risque de la perte la plus importante plutôt que la certitude de ne perdre qu'un seul bras. D'accord ? Si je vous donne un exemple un peu moins brutal, imaginez une chef d'entreprise à qui on dit vous avez la certitude de perdre 100 000 € ou l'hypothèse de perdre éventuellement le triple, eh bien, ou ne rien perdre du tout, la chef d'entreprise va prendre le risque de la perte hypothétique la plus grande, tout simplement parce qu'elle va miser sur la possibilité qu'elle ne perde pas du tout. Et ça a un effet très important dans notre relation au risque. On ne gère pas du tout la même chose, le risque de la même manière, suivant que l'on parle d'une espérance de gain ou suivant qu'on parle d'une espérance de perte ou une crainte de perte, d'une certaine manière. Alors, ce type de paradoxe peut susciter, bien sûr, notre curiosité, notre intérêt pour la notion de risque, même envisagé d'un point de vue aussi abstrait que celui que je viens d'évoquer avec vous. Mais le risque, vous le savez, n'est pas qu'une notion abstraite, c'est aussi une réalité menaçante. Et c'est sous cet aspect-là que le risque est très présent aujourd'hui dans nos sociétés. On peut ici en particulier songer aux menaces qui pèsent sur l'humanité et le vivant et qui tiennent aux modalités de développement de cette humanité. Réchauffement et dérèglement climatique, augmentation de la pollution, seuil critique de la perte de la biodiversité, etc. Le risque ne cesse de croître, ne cesse de s'étendre, c'est-à-dire qu'il se diversifie, qu'il s'intensifie et que la probabilisation de sa réalisation ne cesse d'augmenter. Il est de plus en plus probable que nous soyons face à une catastrophe la plus imminente et la plus sévère possible. Cette augmentation du risque ou des risques est telle qu'on peut, avec le déploiement des réponses qu'elle suscite, l'utiliser pour interpréter en quelque sorte notre histoire. Et c'est en quelque sorte ce qu'un sociologue allemand s'est proposé de faire, Ulrich Beck, dans un ouvrage qui s'intitule « La société du risque ». Il a pensé que le risque était devenu finalement un élément à ce point structurant que c'était à partir du risque et à partir des réponses que l'on apporte au risque qu'il fallait interpréter en quelque sorte le développement historique de nos sociétés-là. Et ça a été publié au moment de la catastrophe de Tchernobyl, en plus, je vous le rappelle. Avec Beck, en fait, le risque devient tout simplement
simplement l'anticipation de la catastrophe. Et il intègre cette thèse dans le cadre d'une analyse du développement des sociétés industrielles et capitalistes mondialisées. Le risque devient autrement dit la notion à travers laquelle se conçoivent tous les problèmes et le cœur même de la politique moderne. Le cœur de la politique, c'est plus le partage des richesses, ça devient la gestion des risques. Et le type d'attitude qu'on peut adopter face à elle. On aurait en gros deux moments de politisation de cette notion de risque à ce moment-là. Le premier, que Serge connaît si bien, c'est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est la prise en charge de la conscience que les êtres humains vivant en société sont affrontés à toute une série de risques très importants, la maladie, la vieillesse, le chômage, et qu'il faut essayer de faire quelque chose pour prendre en charge les conséquences associées à la réalisation plus que probable, la vieillesse, il y a peu de chances que le risque ne se réalise pas, plus que probable d'un certain nombre de risques sociaux. Et le fait qu'on parle même de la vieillesse comme un risque, c'est intéressant. Ça montre à quel point le risque est devenu une notion fourre-tout, en quelque sorte, pour interpréter notre conception des modalités d'intervention collective, d'une certaine façon. Et donc, il va y avoir tout un ensemble de prises en charge de ces risques-là. Ça correspond en gros à la formation des États sociaux. Le deuxième moment de politisation du risque, c'est celui qui correspond aux années 1970 et au-delà, avec la montée en puissance de la conscience écologique. J'y insiste pas. Et ça s'est traduit politiquement par la formation d'une politique du risque nouvelle, indexée sur le principe de précaution, suite au sommet de Rio en 92. Alors, le risque et la pensée du risque occupe aujourd'hui une place tout à fait centrale en raison de ce développement socio-historique. Et notre difficulté à endiguer cette évolution des risques est finalement ce qu'il nous faut interroger. Elle nous ramène à la question de notre attitude face au risque. Et une des hypothèses qu'on pourrait éventuellement formuler, c'est que cette difficulté puisse en partie s'expliquer par notre ambivalence viscérale, celle dont on a déjà beaucoup parlé, face à la notion du risque. Alors, sans verser dans une glorification béate du risque et de l'individu qui ose ou qui sait l'affronter, on peut néanmoins, je crois, prêter attention aux valeurs positives qui ont pu lui être associées. Alors, je sais que Étienne avait éventuellement quelques éléments à proposer autour de cette pensée positive du risque. Peut-être que je peux m'arrêter là et lui passer à ce moment-là la parole. Alors, on va passer la parole à Étienne, mais pour faire un petit break quand même, je vous propose de répondre à la question que vous avez posée sur l'histoire des ducats, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, cette comment dirais-je, posture individuelle par rapport au risque. Je vous rappelle la question, vous avez un ticket qui peut vous rapporter 20 000 ducats, il y a une chance sur deux. Donc mathématiquement, c'est 10 000, quoi. Et si on divise rationnellement, etc. Et quelqu'un vous propose de vous le racheter pour 6 000 ducats. Alors moi, je sais tout de suite ce que je fais. Je le vends tout de suite à 6 000 ducats. Mais donc manifestement, je ne suis pas un mec à risque. Mais parmi nous, qui le vend, qui le garde? Qui le vend? Moi, je le vends. Une grande majorité de gens. Quelqu'un le garde? Oui, il y a très très peu, mais quelques-uns le gardent. Alors qu'inversement, vous avez parlé après de l'écologie, etc. Collectivement, on fait le choix du risque. Dans le look-up, on s'en fout en fait, en pratique, et puis on y va. Même si on est ici dans la principauté de Monaco, où le chef d'État est peut-être le premier au monde en tant que chef d'État à s'être investi sur le sujet, etc. Mais voilà, il est le premier au monde, c'est pas quand même le plus grand État au monde, et globalement, le monde s'en fout. Bon. Oui, c'est une perte hypothétique, etc. Donc, d'où la posture. Bon, voilà, c'était juste un petit break. Étienne. Merci Thierry. Merci beaucoup à Rencontre philosophique de Monaco pour le magnifique accueil qu'ils nous font chaque année. Merci à la Société des Bains de Mer de Monaco pour l'accueil. Alors en effet, il y a quelques minutes, on jouait tout à l'heure sur une belle table du casino, donc on y était. Et puis on a visité un casino très beau. Je voulais remarquer, j'ai remarqué en t'écoutant, Patrick, que, en effet, dès qu'on réfléchit à cette question du risque, du jeu, on est confronté très rapidement à une forme de dilemme ou d'aporie éthique. L'aporie, on est à la croisée des chemins. Donc d'un côté, en effet, le flambeur, la prise de risque,
Et puis de l'autre, la précaution, et c'est intéressant, hein, le petit sondage qu'on a fait, on se situe davantage du côté de un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais on est quand même tenté par l'option, bravo Isabelle, hein, elle a choisi le risque, l'option aristocratique. Hein, voilà, parce que je dis aristocratique parce que je pense à la lutte du maître et de l'esclave chez Hegel. Hein, il y a un moment où l'homme du risque finalement va perdre contre toute attente, parce que c'est l'esclave au travail qui imposera sa morale d'économie, de labeur, etc. Et c'est cette morale bourgeoise qui est maintenant la nôtre, en tout cas dans la lecture hegelienne la lecture que Hegel fait de l'histoire. Et donc on est confronté à ce dilemme éthique étonnant, hein, soit prendre des risques, soit avoir ce courage ou cette audace, hein, d'un gain très hypothétique mais supérieur, ou au contraire assurer ses arrières, comme on dit. Et je trouve que cette alternative-là est fondamentale. C'est une alternative éthique, c'est un choix de vie, hein, qui incombe à chacun de nous. Je voudrais simplement essayer de l'inscrire peut-être justement davantage dans l'époque, parce que c'est un choix très, très fondamental, mais je pense que les grands moments de l'histoire moderne rejouent en général cette alternative et nous mettent, chacun de nous, éthiquement, hein, au plus intime, en face d'une alternative de ce type. Alors d'abord, je voudrais remarquer, alors je prolonge ce que tu disais sur les grands risques climatiques, écologiques, globalisants que nous affrontons. C'est vrai que la question du risque aujourd'hui, elle s'invite massivement dans nos vies, mais sous une forme très particulière qui est, ce sont des risques collectifs, hein, qu'on affronte et qu'on affronte de plus en plus. Ce ne sont pas fondamentalement des risques individuels, ce sont des risques qui nous menacent collectivement comme humanité. Alors on peut avoir une vision assez optimiste de la chose, essayer de gagner un peu d'optimisme dans cette société du risque qui s'annonce, et dire que, en particulier le risque écologique global, interpelle une humanité globale et stimule un nouvel universalisme, c'est-à-dire que nous les humains, hein, et là, il n'y a plus de frontières. Nous, les humains, nous sommes menacés, et ce qui arrive à l'autre bout de la planète, hein, un virus qui apparaît à Wuhan, immédiatement met en péril l'humanité comme telle, et d'une certaine manière produit immédiatement une forme d'universel, hein, sous cette menace. Hein, c'est nous, les humains, nous sommes menacés, et davantage d'une certaine manière que les humains, c'est-à-dire la communauté des vivants, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le risque écologique, tout d'un coup, fait surgir une nouvelle conscience, hein, communautaire, une communauté des vivants, des humains et des non-humains. Et donc on peut avoir, d'une certaine manière, une vision assez positive, hein, de ces grands risques globaux, hein, qui arrivent, qui sont partout, et dire, voilà, au moins ça restimule un nouvel universalisme ou une nouvelle communauté, la communauté des vivants, et au-delà des frontières, eh bien, nous sommes plus fondamentalement des vivants que des Français ou des Russes, etc. Et donc, je voudrais simplement rappeler que cette humanité ou cette communauté qui vient sous le chef du risque, en réalité est peut-être moins positive qu'il n'y paraît, parce qu'une communauté sous le chef du risque, une communauté menacée, au fond, sera toujours plus égoïste qu'on ne le pense. Parce que quand on risque sa peau, on part en courant, si je puis dire, et là c'est chacun pour soi. Et donc l'idée qu'on va vers une grande communauté des vivants ou un nouvel universalisme stimulé par les risques globaux, hein, une forme de reglobalisation de l'humanité, parce que les risques qu'on encourt sont globaux, au fond il faut la prendre avec beaucoup de précaution, parce que, pour deux raisons je pense. La première, c'est que le risque fondamentalement, le risque source, c'est toujours moi. C'est toujours moi menacé. Donc on peut ensuite l'étendre à une communauté, mais au fond c'est toujours moi. Et donc il y a une forme d'égoïsme latent dans la question du risque qui fait que, en effet, on va peut-être vers l'idée d'une communauté des vivants qui essayent d'aménager la planète à venir, peut-être, mais en réalité ce qu'on voit, c'est un peu tout le contraire, ce sont des séparatismes. C'est un peu chacun pour soi, et j'ai l'impression qu'on va vers ça, en réalité. Les risques, d'abord, nous menacent de manière foncièrement inégalitaire. On sait que les pays pauvres s'en sortiront beaucoup plus mal que les pays riches. Au sein de chacun des pays, les populations favorisées auront toujours les moyens de faire face, et ils auront les moyens que n'ont pas les autres. Et donc ce qu'on voit venir sous le chef du risque, ce sont des séparatismes, c'est-à-dire des enclaves où chacun essaye de sauver sa peau, et après moi le déluge.
Et alors je dis pas ça parce qu'on est à Monaco et que c'est une forme d'enclave dorée, hein, mais je pense que ce syndrome séparatiste, ce syndrome de fin du monde au sens politique, c'est-à-dire la fin du commun, hein, c'est-à-dire chacun cherchant à sauver sa peau, c'est un peu la résultante d'une société du risque. Chacun pour soi en quelque sorte, et ces séparatismes ils vont se multiplier, soit au sein des sociétés, soit certains pays plutôt que d'autres. Hein. Dès que manqueront les ressources, eh bien, l'idée de l'indépendance énergétique là, qui commence à venir en force va s'imposer un peu partout, et ce sera chaque pays contre les autres, chacun pour soi, etc. Donc il y a ce risque hein, d'une société du risque, ce risque d'une forme d'égoïsme qui va rampant, hein, qui va produire des séparatismes. Comment dire, raison de vigilance, si je puis dire, à l'égard de cette idée que nous allons vers une nouvelle communauté, etc. Mais la question du risque, je le disais, c'est toujours mon risque, c'est toujours ce que moi je risque. Et donc cet égoïsme tendanciel dans la question du risque fait que, par exemple, sur la question écologique, on est souvent tenté de dire nous courons des risques. Par exemple, le réchauffement climatique amenuise les ressources naturelles pour nous. Sixième extinction de masse, on aura moins à manger, nous. Et donc, quand on raisonne sous le chef du risque, c'est toujours mon risque. Et donc, la question écologique ici, c'est plus... enfin, on pourrait très légitimement être triste, être comment dire, moralement affecté par le fait que disparaissent des espèces, mais moralement affecté pour elles-mêmes, pour ces espèces, pas pour nous. Vous voyez, le raisonnement écologique, il est toujours à double face. Il peut être extrêmement vertueux. Hein, voilà, on peut être infiniment triste et mélancolique de voir toute une partie de la nature s'effondrer, ou alors on raisonne de manière instrumentale, parce qu'on raisonne sous le chef du risque et se dire, zut, demain nous n'aurons plus assez d'eau, demain nous n'aurons plus assez de choses à manger, etc. Mais parce qu'on raisonne sous le chef du risque. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'idée d'une communauté du risque, hein, qui peut nous faire croire que nous sommes en train d'inventer l'humanité ou de réinventer l'humanité, hein, les terriens, ou les vivants, hein, les humains et les non-vivants, hein, et on entend beaucoup parler de cette communauté qui vient, en réalité, sous le chef du risque, prend une allure beaucoup plus égoïste, hein, séparatiste, autocentrée qu'elle en a l'air. Alors, je voudrais maintenant venir aux risques individuels et rentrer dans le casino, parce que et revenir à cette forme d'alternative dont tu parlais, le paradoxe de Saint-Pétersbourg, hein, c'est-à-dire est-ce que je mets de côté par précaution ou est-ce que je flambe bon. Mais je voudrais réinscrire ça dans l'époque, parce qu'il me semble que, du point de vue du risque individuel, autant on est soumis à des risques globaux, collectifs, c'est vrai, de plus en plus, et ce sont ces risques dont on parle. Mais au plan individuel, c'est d'une certaine manière tout l'inverse. Au plan individuel, nous vivons dans des sociétés qui nous sécurisent à chaque pas, et toujours davantage. Autant nous sommes soumis à des risques globaux qui sont effrayants, autant au plan individuel, nos vies n'ont jamais été autant sécurisées, autant assurées, autant prémunies contre le risque et la surprise. C'est extrêmement frappant, je trouve, cette espèce de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on s'effraie du mal qui vient, hein, et le mal arrive, hein, n'ayant aucun doute là-dessus. Mais au plan individuel, tout va très bien pour nous, si je puis dire. Il y a quelque chose de foncièrement schizophrénique qui fait qu'en effet, hein, selon une phrase célèbre, hein, la maison brûle et nous regardons ailleurs. On regarde ailleurs parce que pour nous, ça va très bien au plan individuel. Nos vies sont incroyablement sécurisées. Elles le sont. Alors, on parle de sociétés assurantielles. Alors, ce n'est pas simplement qu'on nous avons tous souscrit à des assurances, mais... et on connaît aussi la démultiplication très invasive des normes, des règles qui sécurisent nos existences. Hein, vous savez, enfin, je sais pas, vous allez dans une piscine, vous avez une liste de règles à respecter. Alors, il ne faut pas courir. Si on plonge, il faut faire super attention. Si on va sous l'eau, non, il ne faut pas aller sous l'eau, etc. Il ne faut pas prendre de photos. Enfin, tout est, voilà, il y a un corset de règles comme ça, c'est assez effrayant. Et ça, c'est un thème que vous connaissez par cœur. Mais je pense qu'il y a peut-être je pense, parce qu'en vous disant ça, je pense à notre condition numérique, par exemple. Parce qu'on peut s'effrayer des règles, des normes, en disant, voilà, c'est terrible, ça, on ne peut plus rien faire, bon, ça on l'entend souvent. Mais dans la condition numérique, on accepte très bien ce principe d'ultra-précaution, parce qu'il est très confortable. Vous faites des achats sur Internet, vous sécurisez à mort, vous allez démultiplier les choix et prendre le meilleur. Vous organisez un voyage,
vous n'allez pas attendre d'être sur place pour découvrir le pays que vous allez visiter. En fait, vous le visitez à domicile parce que vous allez tout planifier à l'avance. Et votre voyage se planifie et se sécurise à l'avance. Et si vous voyagez en voiture, le GPS sécurisera votre voyage. Et si vous voulez tomber amoureux, vous sécuriserez, alors là, ça c'est pas tout le monde, mais vous pouvez sécuriser votre engagement amoureux parce qu'un algorithme va mouliner pour vous faire rencontrer la bonne personne qui vous mettra à l'abri de la déception amoureuse, etc., etc. Et donc je pense que la condition numérique, qui est beaucoup plus invasive que, enfin, qu'il est très, très foncièrement, mais assure une forme de principe de précaution maximale, mais qui nous va très bien. Je veux dire que là, c'est pas ah, on peut plus rien faire, c'est au fond, ça nous va très bien parce que c'est très confortable de sécuriser sa vie et de savoir que si je vais à l'autre bout de la planète, bah, tout se passera très bien parce que j'ai tout bien programmé depuis la maison, etc. Et donc s'installe ici, je pense, de manière beaucoup plus, au fond, de manière beaucoup plus sinueuse ou insidieuse que... Enfin, c'est à bas bruit, en quelque sorte, que s'installe cette vie sécurisée. Et elle s'installe vraiment. Et là, on rencontre cette fameuse alternative éthique dont parlait Patrick, c'est-à-dire, est-ce que c'est cette vie dont nous voulons ? Voulons-nous vivre cette petite vie rétrécie, précautionneuse, assurée, prémunie contre toute surprise ? Ou est-ce qu'on veut assumer tout de même un peu plus d'audace vitale ? Est-ce qu'on veut la grande santé au sens nietzschéen, ou les petites peines mais qui ne nous feront que des petits plaisirs, etc., etc. Et on rencontre cette alternative très fondamentale. Alors évidemment, quand on pose la question dans ces termes éthiques, alors je parle d'éthique, hein, c'est pas la morale, hein, c'est pas le rapport à autrui et la façon de ne pas nuire à autrui à travers des règles ou des principes de vivre en commun, c'est l'éthique, c'est-à-dire quelle vie moi je veux mener. Quelle vie est bonne ou excellente pour moi. Donc les choix sont très intimes en éthique. Et là, je pense que nous avons tous à faire ce choix en quelque sorte, et en particulier aujourd'hui, même si je pense que ce choix se relance dans la modernité à multiples reprises, mais je pense qu'aujourd'hui, sous conditions numériques, nous sommes à nouveau confrontés très fondamentalement et très intimement à ce choix-là. Et alors là, c'est chacun pour soi, d'une certaine manière. Comme tout choix éthique, c'est chacun pour soi. Mais il me semble qu'on peut, et je voudrais juste... pour terminer, vous proposer un soubassement anthropologique assez fameux pour vous encourager évidemment sur la bonne voie, la voie pour laquelle nous n'avons pas voté majoritairement, mais la voie du risque, la voie de l'audace, la voie de la grande santé nietzschéenne. Il s'agit d'une... Je vais chercher presque une expérience de pensée qu'on trouve en philosophie de la médecine au XXe siècle, et en particulier chez un neurologue allemand qui s'appelle Kurt Goldstein, qui, au moment de la Première Guerre mondiale, soigne des blessés du cerveau qui ont reçu des éclats d'obus dans le cerveau et en produit toute une philosophie de la santé. Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? Qu'est-ce que c'est qu'être malade? Et toute cette expérience-là, cette biologie expérimentale, va infuser ensuite chez Canguilhem, chez Merleau-Ponty, chez d'autres, et elle court tout au long du XXe siècle de manière elle est importante. Ce que dit Goldstein, c'est qu'il voit arriver des hommes blessés au cerveau et il en conçoit toute une réflexion sur l'être malade. Et il dit la maladie, c'est pas juste la santé moins telle ou telle capacité. Hein, la maladie n'a pas une conception déficitaire de la maladie. La maladie, c'est une autre allure de la vie. C'est une toute nouvelle vie. Et en l'occurrence, une vie bien triste, c'est-à-dire rétrécie sur l'impératif de la conservation de soi. Il aperçoit des malades qui ont peur du courant d'air, en quelque sorte, qui font très attention à tous leurs gestes, qui sont incroyablement précautionneux, méthodiques, obsessionnellement attachés à la question de l'ordre, parce que l'ordre, c'est quoi? C'est ce que je maîtrise. Le désordre étant au contraire la désadaptation, le risque de la désadaptation. Et donc l'homme malade, qui est obsessionnellement, méthodiquement attaché à l'ordre, est très angoissé au contraire par tout ce qui serait un désordre, le risque de ne pas être adapté. Il y a une très profonde angoisse chez l'être malade de la désadaptation, de ce qu'il appelle la réaction catastrophique et ultimement de la mort. Donc, vous voyez, là on voit en face, en quelque sorte, une vie rétrécie, hein, la vie de la précaution, et inversement, la conception de la santé qui s'y oppose, c'est cette idée qu'être en bonne santé, c'est pas juste être normal avec une vie qui est réglée, qui est conforme à son ordre. Être en bonne santé, c'est être capable d'affronter du désordre. C'est être capable d'affronter du risque. C'est être capable d'affronter du nouveau. C'est être capable de surprise. C'est être capable de tomber malade et de s'en relever. C'est être capable de résilience, etc. Et ça, Canguilhem va produire toute une conception de la santé en posant que la santé, ce n'est pas juste la normalité,
hein, être conforme à son ordre, mais c'est la normativité, c'est-à-dire une forme de survie, enfin de vie capable d'affronter du nouveau, capable d'affronter une catastrophe, capable d'affronter la mort, et de s'en remettre en quelque sorte. Donc vous voyez, anthropologiquement, alors biologiquement d'abord, et je pense surtout anthropologiquement, on voit ici cette fameuse alternative hein, entre deux vies. Sauf qu'anthropologiquement, on voit qu'une vie est meilleure en quelque sorte que l'autre, est préférable à l'autre, parce qu'on voit bien qu'être en bonne santé, c'est ouvrir la vie à du possible, à du nouveau, à de la surprise. Et l'être malade, au contraire, se conserve, fait le dos rond en quelque sorte. Et quand on voit ça, évidemment, on a choisi son camp en quelque sorte. Mais il me semble important d'avoir en tête cette alternative anthropologique, pour deux raisons. D'abord parce que d'un point de vue éthique, oui, en effet, on a tous envie d'être du côté de la grande santé nietzschéenne, on a tous envie d'être du côté de la surprise, du possible, de la nouveauté, bon, très bien. Mais ayons en tête que du côté gauche, du côté de la vie conservée, rétrécie, précautionneuse, ben c'est aussi une possibilité de notre être. Ça appartient fondamentalement à notre être. Nous sommes des vivants, et le vivant est attaché à son ordre. Et en tant que vivant, bien en effet, on sera toujours du côté de ceux qui disent « je préfère un bon tien que deux tu l'auras », je préfère les 6 000 ducats aux 20 000 hypothétiques, et nous aurons toujours ce petit vitalisme en nous, et de manière très profonde. Je veux dire, c'est la vie en nous, hein, c'est pas juste un choix éthique très abstrait. Non, non, c'est la vie en nous qui veut l'ordre. C'est la vie en nous qui dit « non, non, prends ce que tu as là, c'est beaucoup plus sûr que de risquer hypothétiquement les 20 000 ». Bon. Donc, je dis ça parce que je crois que nous avons un choix éthique à faire, et il n'est pas si facile que ça, parce qu'évidemment, on peut dire je vais du côté des flambeurs, mais il y a la vie en nous, et la vie, elle insiste pour la sécurité. Donc, je nous laisse, si je puis dire, chacun de nous avec ce choix éthique, mais il n'est pas si évident, et en tout cas, c'est un choix d'époque, je pense. Hein, nous sommes confrontés à ce choix d'époque, il n'est pas évident, mais il est là. Merci. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci beaucoup Patrick et Étienne. Vous aurez remarqué que ça n'a pas été une publicité forcenée pour le casino, puisque à la sortie de ce qui vient d'être dit, vous pouvez décider d'opter pour la grande santé nietzschéenne et d'aller flamber au casino, ou pour le vitalisme prudent et ne pas jouer au casino, et tout va bien. Vous écoutez tous les deux me fait me demander s'il n'y a pas une confusion sur le mot risque, parce que d'un côté, bon, bah, quand même, vous prenez la grande santé, le goût du risque, et c'est normal ici, et puis de l'autre côté, vous dites, mais on est collectivement exposé à des risques qu'on accepte, et c'est atroce de les accepter, d'aller vers ça, don't look up, etc. Mais ma question, c'est, là, on ne parle pas de risque quand on parle de réchauffement climatique, etc. On appelle ça abusivement un risque, mais on parle de conneries, quoi. On parle de certitude, bon, ça me faisait penser, je suis content, j'avais noté ça, une phrase de Saint-Exupéry que je voudrais lire spécialement devant M. Sigoff. Saint-Exupéry écrit ceci, je ne sais plus où. La guerre, ce n'est pas l'acceptation. Attendez, il faut quand même que je mette mes lunettes. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, l'acceptation pure et simple de la mort. Voilà, ma question, c'est... en réalité, on n'est pas partagé. On peut être partagé entre le vitalisme et la flambe, mais en revanche, on n'est pas partagé entre la beauté du risque et appliquer cette beauté du risque aux risques climatiques, etc. Parce qu'en fait, là, on ne parle pas de risque, on parle de certitude. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est clair qu'à mesure que le temps passe, la probabilité de la réalisation du risque tel qu'on l'appelle de manière conventionnelle, est renforcée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement en termes de risque, au sens où le réchauffement
pourrait produire ou non des dérèglements climatiques. Les dérèglements sont déjà observables, ils sont là. Donc la question, c'est plutôt dans un système systémique, justement, jusqu'à quel point on va pouvoir maîtriser une tendance à la dégradation qui est engagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes vous disent que même si on était dans une neutralité carbone aujourd'hui, le dérèglement climatique se poursuivrait, parce que le mouvement est enclenché, et donc il va falloir un certain temps pour que la dynamique s'inverse, se stabilise, etc. Donc oui, bien sûr, le problème ne se pose pas du tout dans ces termes. Mais même d'un point de vue social, il y a quelque chose de fondamentalement biaisé dans la question du risque tel que moi je l'ai présenté, et puis sur laquelle on peut éventuellement aussi revenir. C'est-à-dire que là, on a pris le risque de manière assez abstraite. Même Beck avait un peu tort de penser qu'on était tous égaux face au risque. La catastrophe naturelle, effectivement, elle nous touche tous, mais elle ne nous touche pas tous de la même manière. Et donc, c'est extrêmement important de s'attacher à considérer effectivement toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir d'attacher de la valeur à la notion de risque, tout simplement parce que le risque, c'est aussi une manière de se mettre en demeure, de s'outrepasser soi-même, de se mettre en vulnérabilité, d'aller à découvert dans une perspective où on a l'occasion de perdre quelque chose de la maîtrise que nous offrait la situation qu'on quitte. C'est un peu la figure tocquevillienne ou Chateaubriand. On commence à nager, on a quitté une rive, mais on n'a pas encore touché l'autre, et donc on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Donc dans la séduction qui peut se signaler dans le risque, il y a aussi l'affirmation d'une liberté. C'est un peu pour ça aussi que tu parlais de la première étape de la dialectique du maître et de l'esclave. Le premier qui gagne quand même, c'est celui qui accepte de prendre le risque de la mort. C'est celui qui est le moins attaché à la vie, justement, et qui peut affirmer les dimensions les plus nobles de l'humain, qui va pouvoir finalement, dans un premier temps, en tous les cas, prendre le pas sur l'esclave, celui qui se rattache à cette prudence biologique, qui dit « Ah non, c'est un peu dangereux cette affaire, je préfère m'arrêter là et être esclave plutôt que de prendre le risque de mourir ». Donc l'attachement à la liberté. Et donc dans le risque, il y a quelque chose de notre projet d'autonomie, mais d'une autonomie fissurée, fragile, qui à la fois nous séduit et qui joue un rôle très très important dans la construction de nous-mêmes, tout simplement parce que ça nous offre la possibilité de remettre de l'intensité dans une vie qui est réglée. D'un seul coup, on se met en demeure d'une forme de dérèglement. On se dit, ben non, là, je vais changer de métier, je vais changer de vie, je vais tenter quelque chose, et je ne sais pas si c'est pour le mieux. Mais c'est quelque chose qui m'attire et qui me construit d'une certaine manière. Ça, c'est très romantiquement construit, sans doute, et restitué ici, mais c'est quelque chose, pour parler en termes d'époque, de très très important. Mais ce qui est injuste dans cette affaire, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la possibilité de jouir de cette possibilité d'un risque qui serait choisi et pas simplement subi. Je prends par exemple le fait qu'on n'est pas tous égaux face aux accidents du travail. Il y a certains groupes socio-professionnels qui ont une probabilité d'avoir des accidents du travail qui sont sans commune mesure. Par exemple, je pense aux ouvriers du bâtiment, de la construction, aux femmes qui travaillent dans le service à la personne. Les accidents du travail sont beaucoup plus importants pour elles que pour les cadres ou les professions supérieures et intermédiaires. C'est de l'ordre de 48 000 sur 1 million d'heures. 48 sur 1 million d'heures travaillées. Pour des ouvriers, c'est de l'ordre de 3 accidents du travail pour 1 million d'heures pour un cadre. Donc il y a une différence énorme. L'espérance de vie sans maladie, elle est sans commune mesure. C'est-à-dire que le risque de tomber malade est sans commune mesure et il est socialement, économiquement déterminé. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui interviennent. Mais il ne faut pas du tout penser cette chose-là simplement en termes sociaux et économiques, il faut le penser en termes de genre. Les femmes sont surexposées dans une société patriarcale comme la nôtre, surexposées à certaines formes de risques. Par exemple, le risque d'aller dans certains endroits à certaines heures, le risque de devoir s'exposer à des formes de vulnérabilité parce qu'on est prise dans des rapports de domination très, très explicites. Donc le risque n'est pas unanimement persuadé. Et là où c'est très injuste, c'est que non seulement ça se traduit par une asymétrie en termes de probabilité de réalisation d'un risque, il y a certains groupes d'individus qui vont plus subir certains risques que d'autres, et là je pense tout particulièrement aux femmes, mais il y a également le fait que c'est asymétrique aussi dans notre rapport à la possibilité de faire un risque choisi. C'est-à-dire que la valorisation du risque dont vous parliez tout à l'heure, quand on disait par exemple l'entrepreneur qui prend des risques, le fonds d'investissement qui s'avance sur des terrains un peu nouveaux mais dont on ne sait pas, et on parlait de Musk une première fois, bah oui, mais s'il perd, qu'est-ce qu'il perd ?
d'une certaine façon. Et ça, on n'est pas du tout à égalité de ce point de vue-là. On est dans un système économique où ça a été traduit et pensé comme ça, « the winner takes all ». Et ça, c'est insupportable. L'égalité des chances, ça fonctionne dans une certaine mesure parce que ça permet de faire valoir la possibilité pour chaque individu de choisir sa voie, etc. Mais le problème, c'est que si les gagnants sont ceux qui gagnent tout et les perdants ceux qui perdent tout, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc, il se posera à un moment le problème suivant. Que se passe-t-il quand des individus en nombre très important n'ont plus rien à perdre? Et cela, il n'y a pas de risque. Parce qu'il n'y a de risque que si on a quelque chose à perdre. Et donc, à ce moment-là, on peut craindre les désordres les plus joyeux. Voilà, c'est pour cette année. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, d'un côté, on parle du risque dans la vie et politique, enfin, collectif, etc. Et puis, d'autre côté, il y a le casino et ça n'a rien à voir. En fait, tout à fait si. Dostoïevski, qui venait jouer ici, il venait avec 100 roubles qu'il avait changé misérablement contre je ne sais pas combien de francs. Et c'était sa dernière chance. Et évidemment, comme tout le monde dans ces cas-là, il les perdait. Il devait appeler sa pauvre femme qui venait le sauver. Alors que c'est le cas ici, bien entendu, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus riches que le casino et qui viennent jouer contre le casino. Et là, à ce moment-là, c'est le casino qui, lui, est en grand risque, parce que c'est là que ça se passe. Et donc ça, il y en a une expérience tous les jours ici. Étienne, vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet ou pas spécialement? Non, je voulais remercier parce que je me lance dans une grande apologie d'une éthique de la grande santé, et je suis très heureux que tu rappelles qu'il y a une inégalité foncière face à ce choix éthique. Hein, et en effet, je pense que les gens, on ne choisit pas cette liberté, cette grande liberté vitale. En effet, elle peut. Voilà, je pense qu'on est très inégaux face à ce choix. Tu as tout à fait raison. Ouais. Quant à savoir sur les grands risques globaux, les risques systémiques qui nous attendent, pourquoi, enfin, le grand paradoxe de l'époque, mais ça vous le savez tous par cœur, puisque dès qu'on entend une conférence ou qu'on entend quelqu'un parler sur le sujet ou qu'on lit un article sur la question, ça commence invariablement par ce paradoxe. Nous savons, mais nous ne faisons rien. C'est terrible. Nous savons de mieux en mieux que c'est le pire qui arrive, et pourtant nous regardons ailleurs. Donc il faut s'interroger incessamment sur le pourquoi de cette distraction massive. Et ce que je suggérais, c'est que si on regarde ailleurs, c'est que nos vies sont sécurisées de manière tellement confortable que c'est très compliqué pour nous d'aller regarder du risque qui vient. Voilà, parce que nos vies sont très confortablement installées dans la sécurité. Et donc, voilà. Je voudrais juste dire un mot, parce que je suis très content de la fin du parcours auquel nous a mené Patrick, parce que on y était depuis le début. C'est-à-dire, quand vous avez cité le paradoxe, là, le 6 000 € ou 20 000 €, même on nous a fait voter, disant, en gros, il y a les flambeurs, ceux qui osent, les audacieux, et après, il y a les petits, les rikiki, ceux qui préfèrent garder leurs 6 €. Mais enfin, vous avez quand même négligé, dans un premier temps, le fait de dire que c'est un mendiant à qui on propose le jeu. Autrement dit, le mendiant, il a déjà il est déjà soumis à un jeu aléatoire de pièces d'1 euro qui tombent ou pas dans son gobelet. Mais si quelqu'un a, par exemple, l'assurance de gagner 6 000 € par jour, il peut se permettre de flamber en disant, de toute façon, demain, par mon travail, je vais récupérer ce que je risque de perdre, j'ai une chance de perdre. Donc l'inscription dans le social, elle est déjà dans le paradoxe. Je veux dire, donc, en fait, on a fait le tour, et je te remercie d'être arrivé quand même, de ne pas faire, si tu veux, le rapport au risque, quelque chose de simplement relevant de nos caractères, relevant de nos dispositions caractérielles. Il y a ceux qui osent et puis ceux qui n'osent pas. Non, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on peut oser davantage ou faire semblant d'oser lorsqu'on risque pas grand-chose. Je suis d'accord et pas d'accord, Robert. C'est-à-dire que le même Bernoulli, d'ailleurs, celui qui lève le paradoxe de Saint-Pétersbourg, il a un calcul intéressant sur ce qu'il appelle la fortune, enfin la comparaison entre fortune morale, c'est-à-dire le bonheur, et la fortune physique, c'est-à-dire la richesse. Et il dit en gros, pour être très heureux, combien il faut avoir d'argent? En fait, il dit c'est une fausse question, parce que celui qui veut, il n'y a pas de mesure absolue du bonheur en termes de richesse. En revanche, il y a une mesure proportionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, pour le dire très rapidement,
pour être un peu plus heureux, il faudra 1 euro à un mendiant et 100 000 à Pinault. Et donc c'est proportionnel au degré de richesse de départ. C'est-à-dire pour Bernard Arnault, par exemple, pour avoir ressentir un certain bonheur, il lui faudra 100 000 euros, là où ce sera l'équivalent, en fonction de la fortune de départ, de la fortune physique de départ, du mendiant, ce sera 1 euro. Donc c'est proportionnel, en réalité. Et je pense que pour cette raison-là, on peut imaginer un Bernard Arnault qui est capable de risquer, imaginons, toute sa fortune, et la même chose du côté du mendiant. Donc, c'est pas une question. Je pense que c'est pas. En fait, je pense que ce que disait, enfin moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que disait Patrick. L'inégalité face à cette possibilité du risque. De la grande liberté nietzschéenne, disons-le comme ça, ou de la grande santé nietzschéenne. L'inégalité, elle est pour moi, elle est plus dispositionnelle, elle est plus bourdieusienne, c'est-à-dire qu'en effet, quand on t'habitue depuis l'enfance à faire attention parce qu'un sou est un sou et parce qu'on risque gros dans une famille, même petite bourgeoise, enfin, je veux dire, la famille petite bourgeoise, c'est vraiment l'économie est au centre, mais comme un principe sacro-saint. Mais parce que voilà, tout simplement, on n'a pas assez pour se permettre les rêves de flambeur du casino, quoi. Donc moi je dirais c'est plutôt dispositionnel que voilà, une question de j'ai de l'argent, je peux le risquer. Ben non, parce que quelqu'un peut risquer toute sa fortune aussi. Donc, si tu dis disposition, moi je suis d'accord. Au sens de Bourdieu, dans la disposition, il y a l'emplacement social, mais il y a aussi des données caractérielles, etc. Il y a tout ça, c'est un ensemble. Là, oui, mais on est d'accord sur des dispositions acquises, sociales. Oui, donc si on dit disposition, moi ça me va. Mais je voulais juste dire un mot sur le mendiant, quoi, c'est tout. L'utilité du gain, c'est ce qui vient justement déterminer socialement, puisque l'utilité n'est pas la même pour tout le monde. 6 000 ducats n'a pas la même signification pour le mendiant et pour le marchand fortuné. Et puis à un moment donné, il y a autre chose que l'argent qu'on met en risque. Je parlais tout à l'heure de Lucchini qui va venir... qui va se mettre en risque, c'est pas une question d'argent, mais il va prendre le risque. Bon. Musk, il risque pas, c'est pas tellement une question d'argent, il dit je vais faire partir des fusées, les ramener, c'est dingue, il prend un risque. Alors là, il y a de l'argent dans l'histoire, mais c'est pas, à un moment donné, ça peut dépasser ça. Oui, ça me fait penser aussi à un moment qu'on risque tous, c'est par exemple la première fois où on dit je t'aime à quelqu'un, ce risque qu'on prend dépend pas de sa situation financière, sociale, mais on est tous, à travers toutes les générations, confrontés à ce risque d'aimer quelque part, qui peut-être est une sensation vertigineuse, peut-être de tout perdre. Et ça, c'est voilà, je voulais le déplacer autour de cette question-là du risque d'aimer, qui est encore peut-être une autre problématique, mais face auquel on est tous plus ou moins égaux peut-être dans cette prise de risque-là. Disons, dans ce moment de déclaration, ce qu'on perd, c'est la possibilité de continuer de croire que peut-être cet amour est réciproque. C'est ça qu'on perd en fait. C'est pas tellement la question de se mettre en devant. Donc je suis d'accord avec toi pour dire que on perd énormément à ce moment-là, puisqu'en un sens, avant, on peut toujours cultiver le fantasme de quelque chose de possible, mais dès que les choses sont dites, à ce moment-là, on a l'aspect de coupure et ça, dans le texte qui présentait la table ronde d'aujourd'hui, qui rappelait l'étymologie de la notion de risque, il y a le côté abrasif du risque, le côté bifurcatoire d'une certaine manière, c'est le moment où on joue quelque chose, soit soi-même, soit une certaine idée qu'on se fait de ce qu'on pourrait être ou de ce qu'on devrait être. Donc il y a effectivement énormément de modalités de la perte de soi, en tous les cas de sa possibilité-là, dans ce moment-là. Je profite de ta question, Charlotte, parce qu'on examinait les conditions sociales de la prise de risque. Enfin, on est inégaux face à la possibilité de risquer activement. Plutôt que d'être dans la précaution. Et là, je pense que ta question nous soulève un autre aspect de ces conditions effectives de la prise de risque, c'est ces conditions affectives. Et là, je pensais en t'écoutant à toutes les psychologies de l'attachement, c'est-à-dire le fait d'être, ou du holding au sens du Winnicott, c'est-à-dire les enfants n'ont pas été tous portés, aimés de la même manière. Et l'enfant qui a été bien porté, au sens de Winnicott, bien entouré, à qui on a parlé avec une certaine tendresse, une certaine douceur, ceux qui ont été
attachés, hein, l'attachement, ceux qui ont été entourés d'un courant tendre, ne sont pas les mêmes que ceux qui, au contraire, étaient juste soignés mais sans soin, sans amour, sans tendresse, et qui, en général, produisent des tempéraments abandonniques, hein, et même jusqu'au suicide. Hein, c'est terrible l'abandonnisme, hein, parce que voilà, n'ayant pas été aimé, là je résume à grands traits les théories de l'attachement, mais n'ayant pas reçu cet amour de départ, il en sort une vie qui ne peut plus consister. Et donc, ce que dit les théories de l'attachement, c'est qu'on est porté par ce courant d'amour au tout départ, et que c'est ça qui met en confiance. Et que par la suite, celui qui sera capable de prendre des risques, qui sera dans l'audace, dans la confiance, est celui qui aura été le plus attaché. Autrement dit, le paradoxe, c'est être capable de se détacher des autres, et en particulier de ses parents. Pour être capable de ça, pour être capable d'autonomie, d'indépendance, de courage, il faut avoir été attaché, aimé au départ. Et on le mesure dans les crèches, par exemple. Les parents arrivent, et la crèche, par définition, c'est ce qu'on appelle en théorie de l'attachement une strange situation. C'est-à-dire que le gamin, il est livré à un monde, surtout au début d'ailleurs, hein, il est livré à des gens qu'il ne connaît pas, une situation qu'il ne connaît pas trop, il ne sait pas trop ce que c'est que tous ces objets, etc. Donc c'est une situation d'étrangeté qui est dure à vivre pour un gamin. Et là, les gamins sont très inégaux face à ça. Il y a ceux qui très vite vont oublier la maman qui part ou le papa qui part et puis vont se mettre à jouer. Et puis il y a ceux qui vont pleurer une matinée entière parce qu'ils attendent, parce que la maman est partie ou le papa est parti. Et en réalité, on s'aperçoit que ceux qui sont en confiance, ceux qui sont capables d'affronter ce risque de l'étrangeté, etc., sont ceux qui ont été les plus choyés et les plus aimés au départ. Donc une espèce de dialectique. Hein, pour savoir se détacher, il faut avoir été mieux attaché. Pour avoir le courage d'affronter le risque, la nouveauté, etc., il faut avoir été aimé. Et vraiment, moi, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette théorie de l'attachement. Si votre enfant a pleuré à la crèche, ne partez pas du principe que c'est parce que vous l'avez pas aimé. D'accord. Moi, je vois une autre dimension de risque dans l'amour, c'est le risque pour l'autre. Je dis « je t'aime » à quelqu'un, je le mets dans un risque terrible de lui aussi m'aimer. Je ne le conseille pas. Oui. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'ai quand même une objection par rapport à la conception qui s'est dégagée, très intéressante, entre les personnes qui prendraient des risques et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, espèce de gagne petit, parce que en réalité, ça rejoint un peu ce que disait Robert, mais je crois que ça met en question vraiment cet usage de la notion de risque finalement, et à quoi elle est liée, et en quoi elle est finalement liée à ces personnes qui peuvent se permettre de prendre le risque, et en fait au monde capitaliste, puisque ce modèle du risque, ça va être le modèle de gagner de l'argent ici ou dans des opérations financières, et dire que les gens qui prennent pas de risques n'en prennent pas, c'est vraiment problématique, puisque les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se permettre de prendre de risques sont les personnes qui sont les plus exposées et qui sont dans des situations de risque extrême, en fait. Donc et c'est ce que dit John Tronto dans son livre sur le risque ou le care, c'est de dire, en fait, le concept de risque, en tant que tel, est la négation du fait qu'on a une grande majorité des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité, qu'on ne va pas appeler risque, mais en fait, on ne va pas appeler risque parce que le risque signifie que quelque chose peut arriver, alors que la catastrophe, elle est déjà là pour beaucoup de gens, tu vois. Donc je me demande si ce n'est pas quand même un concept qui reste assez illusoire ou abstrait, finalement, face à une situation où il n'y a pas de risque, tout simplement parce que le pire est déjà là, quoi. Juste, j'imagine que tu réponds. Non, je voudrais te répondre. En fait, depuis 5 minutes, on explore ce versant-là de la question, c'est-à-dire les conditions effectives qui sont, qui fait qu'on c'est inégal. On est inégaux face à cette prise de risque ou pas, et en particulier dans des conditions d'inégalité, d'explosion des inégalités financières, de ressources. En effet, tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on peut pas quand même garder une boussole éthique, c'est-à-dire se dire que oui, en effet, on peut sécuriser des vies et aimer des gens dans leur misère parce qu'ils n'ont pas ce que les autres ont, très bien. Et en effet, une grande partie des théories du care vont dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi à ces gens-là la capacité justement aussi d'une liberté vitale, alors que le chemin est plus long, mais parce qu'il y a quelque chose d'essentiel dans cette idée que ma vie n'est pas juste une vie qui se conserve ou se préserve, même si depuis tout le temps j'ai l'habitude de cette préservation. Il y a quand même une possibilité éthique fondamentale dans cette idée que je peux respirer aussi, prendre des risques, etc.
Tu vois, c'est pas forcément a priori, c'est pas forcément le loup de Wall Street. Hein, c'est aussi une possibilité anthropologique fondamentale, tu vois. Oui, sauf que ces personnes dont tu dis qu'elles se préservent, elles sont pas préservées, c'est tout. Non, on est d'accord. Donc, voilà. D'accord. C'est un peu la raison pour laquelle j'insistais sur le fait que les risques sont actuels. C'est-à-dire qu'il y a une surexposition à la possibilité d'être harcelé, d'être agressé, d'être violenté pour certaines personnes, c'est une évidence. Il y a aussi une surexposition à certains risques au niveau du travail. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une asymétrie massive. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut se poser la question de la légitimité, de la survalorisation du risque comme vecteur de légitimation de la production de la richesse. C'est dans ce sens-là que je voulais y insister. Mais je pensais d'ailleurs à Toronto sur ce point. Oui, moi j'avais une remarque à faire et qui va un peu dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a présenté le risque comme un choix. On sait bien qu'on n'a pas tous le choix, la possibilité de prendre un risque, mais je pensais aussi à ce qu'on appelle les conduites à risque, qui ne résultent pas d'un choix, mais, alors je ne suis pas du tout psychanalyste, mais de quelque chose qui nous dépasse, qui nous attire. Le Casino me fait penser au film magnifique avec Jeanne Moreau, La Baie des Anges, où on voit que c'est la passion du jeu, qu'on voit aussi chez Dostoïevski. Et voilà, ces conduites à risque qui nous amènent à chaque fois à nous mettre en jeu, à nous remettre en jeu, mais qu'on ne peut pas non plus interpréter en termes de choix librement pensé, librement effectué. Donc voilà, c'était juste pour vous inviter à réfléchir un peu à cette notion de conduite à risque qui est une autre manière de discuter l'articulation au choix, en fait. Parce qu'en vous écoutant, du coup, tu me tends la perche, si j'ose dire, je me disais, mais qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous feriez de ce que Freud a appelé la pulsion de mort dans le risque ? C'est-à-dire, tout à l'heure, il a été question face au risque climatique, à la fin du commun, on sait tous que ça vient et on n'en fait rien. Est-ce que c'est simplement, je suis d'accord avec ce que dit Étienne, sans doute on est très bercé ici, on est très entouré, voilà. Mais est-ce que c'est simplement ça, le fait qu'on n'en fasse rien ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors c'est une hypothèse très contestée, y compris parmi les analystes, mais la question de la pulsion de mort, c'est-à-dire qu'il y aurait des forces souterraines très puissantes qui finalement nous amèneraient, nous ramèneraient, alors individuellement et collectivement, biologiquement, c'est l'hypothèse freudienne, dans l'au-delà, quoi, dans une absence de... Voilà, qui nous ramènerait à notre état antérieur. Est-ce que ça, c'est aussi à prendre en compte dans ce que vous appelez risque ? Alors, merci beaucoup Isabelle pour cette question, parce que j'y pensais très fort à cette question de la pulsion de mort. Je ne voulais pas aller trop loin non plus, mais sans doute dans une conception un peu différente de la tienne. C'est-à-dire que quand je disais la vie s'assure et assure son ordre et se préserve, je pensais très fort à une certaine définition qui me semble la bonne de la pulsion de mort chez Freud, quand, en particulier au-delà du principe de plaisir, il a cette longue spéculation sur en effet le retour aux sources, le caractère stationnaire du vivant, etc., par opposition au principe de plaisir qui au contraire est créateur, etc. Je me disais, la pulsion de mort, c'est pas d'abord la destructivité, c'est pas d'abord le sadomasochisme, c'est pas d'abord le post-trauma, etc. C'est plutôt la répétition, c'est plutôt la vie qui stagne et qui stagne dans son ordre. Et alors si on dit ça, on va vers une définition de la pulsion de mort qui est davantage moniste que dualiste. Au fond, il y a une seule vie et il y a une tendance de la vie qui consiste justement à se répéter, se préserver. Et il n'y a pas un dualisme, principe de plaisir, pulsion de mort. Et donc certains psychanalystes, ou Autorang par exemple, va vers ça. Et moi j'irai vers ça si tu veux. Et je pensais à ça en me disant, voilà, on peut vouloir en effet plus de liberté vitale, mais il faut savoir qu'au fond de la vie elle-même, il y a cette pulsion de mort, ou cette vie qui s'attache à elle-même et qui oublie tout le reste en quelque sorte. Et ça, pour moi, c'est la définition de la pulsion de mort, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question sur l'époque, oui, nous avons un problème avec la pulsion de mort. C'est-à-dire que tout ça arrive, c'est horrible. Mais la pulsion de mort, c'est le fait que voilà, on continue avec notre confort, etc. Et ça, d'une certaine manière, c'est la vie mortifère, c'est la vie obsédée d'elle-même. Mais tu sais que chez Freud, la pulsion de mort, c'est la répétition, au sens le plus
profond du terme, c'est-à-dire le retour vers là d'où on vient. Tout à fait, tout à fait. Donc ce vitalisme, moi ce qui m'intéressait, c'est par rapport à ce que tu appelais le vitalisme par opposition à la grande santé nietzschéenne, mais au fond, est-ce que dans une espèce d'intrication extrêmement étrange et complexe à penser, dans le vitalisme ou contre le vitalisme, il n'y a pas aussi quelque chose de la répétition, de la compulsion de répétition dont parle Freud, qui est un retour vers l'inanimé dont nous venons? Tout à fait, mais on est absolument d'accord sur Freud. On est absolument d'accord sur Freud. Il se trouve simplement que chez Freud lui-même, à partir par exemple de malaise dans la civilisation, la pulsion de mort prend un caractère plus bruyant, c'est-à-dire plus destructivité. Oui, on peut dire qu'elle est toujours là, mais à bas bruit si tu veux, et davantage encore chez les commentateurs. Ce qu'on va retenir la pulsion de mort, c'est le côté plus, voilà, la grande destruction, le sadomasochisme, etc. Et je suis entièrement d'accord, c'est la façon que je fais la pulsion de mort chez Freud, sur le fait qu'il faudrait davantage insister, comme tu le fais, sur la répétition, la régression, etc. Et alors, de ce point de vue-là, oui, je crois qu'en effet, il y a quelque chose de régressif ou de mortifère dans la manière dont nous assurons notre confort au quotidien, nous sécurisons nos vies de manière quasi obsessionnelle. Et voilà, donc pour moi, le problème est là, en effet. Madame. Oui, je voulais vous demander par rapport, vous avez parlé de l'égoïsme tendanciel, en disant que maintenant nous sommes, on risque sa peau, et ça me faisait penser quand même à l'histoire, et je pensais à la Deuxième Guerre mondiale, et je pensais que chaque être humain face à une certaine situation a la possibilité aussi de... Il y a toute la résistance. Et donc, il y a tout ce côté quand même, pour moi, beaucoup plus positif. Vous avez peut-être une vision peut-être plus négative. Et pour moi, dans l'être humain, face à une situation donnée et de risques importants, il y a des choses extraordinaires qui se révèlent. Oui, vous avez raison de le rappeler, mais est-ce qu'on va vers ça ? Face au risque qui vient, est-ce qu'on va vers cette solidarité, ces actes de courage qui consistent à penser aussi aux voisins et pas seulement à soi? Ou est-ce qu'on va au sauf qui peut, quoi, sauf qui peut ma vie? Vous voyez, c'est ça la question. Oui. Est-ce qu'on va vers le séparatisme, hein, c'est chacun dans son enclave dorée. Moi, je suis très sensible au fait, par exemple, que beaucoup de gens, parce que ce séparatisme, il prend de multiples formes. Alors ça peut être une enclave dorée, mais ça peut être aussi, ou au Brésil, les condominiums, c'est-à-dire des immeubles comme ça, cerclés de barbelés, dont on ne sort que dans le SUV vitre teintée. Enfin, voilà, c'est l'entre-soi. Mais c'est aussi chez nous, la condition post-confinement. Les gens découvrent la campagne, se disent je vais télétravailler, sauf que ça prend aussi cette tournure un peu autarcique, disant je fais pousser mes propres légumes, il y a un puits au fond du jardin et je suis autarcique, je suis indépendant. Et là, il y a une petite pensée de fin du monde aussi, mais une pensée très séparatiste, voyez. Et ça, on le voit beaucoup. Et à chaque fois, je trouve que ça fait un peu peur, cette idée-là. Voyez. Donc en effet, il y a aussi là, une alternative éthique fondamentale, mais je ne suis pas sûr qu'on prenne la bonne voie. Voilà. Merci beaucoup.